Ils pensaient que l'humiliation me ferait taire. Lors de la réunion finale de préparation du Super Bowl, la fille du CTO m'a coupé, a ricané et m'a traité de fille devant tout le monde. 35 ans de travail balayés par un seul mot. Ce qu'elle ignorait, c'est que toute la diffusion, chaque caméra, chaque flux, reposait sur 6 brevets qui m'appartenaient encore. Leur arrogance a transformé mon silence en pouvoir, et j'ai laissé l'horloge tourner. Restez avec moi. Abonnez-vous pour d'autres histoires de vengeance silencieuse et indiquez votre ville en commentaire. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Ils n'ont même pas sourcillé en le faisant. Le CTO trônait au bout de la table, sa fille rayonnant de cette assurance insolente qu'une héritière de 24 ans au nom puissant peut se permettre. Devant tout le monde, elle m'a coupé et a lâché. Ce n'est qu'un signal télé, fille. Ce mot a frappé la salle plus fort que n'importe quelle alerte technique. Certains jeunes ingénieurs ont baissé les yeux, honteux pour moi, tandis que l'équipe marketing esquissait des sourires comme si l'on venait d'introniser une nouvelle mascotte. Le CTO a toussé, levé les mains et annoncé qu'elle dirigerait l'équipe de diffusion intégrée jusqu'au Super Bowl. En un instant, des décennies de travail ont été balayées comme un parasite sur un écran. Je n'ai pas protesté, je n'ai pas combattu. J'ai simplement observé, respiré lentement et laissé le silence s'installer. Ce silence m'en disait plus que ces mots. Mon chapitre, là-bas, était déjà clos. Ils pensèrent m'avoir rayé de la liste, réduite à une relique. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je me préparais depuis longtemps, au jour où ils oublieraient qui maintenait les lumières allumées. J'ai repoussé ma chaise, hoché la tête comme si j'étais d'accord et je suis sorti avec un calme qu'ils ont pris pour une défaite. Le CTO m'a retenu juste avant la porte, glissant une dernière arrogance. Il a mentionné les documents de transfert de propriété intellectuelle à signer. Il l'a dit comme une formalité, comme si mes brevets n'étaient même que des cases à cocher. Je les regardais sans ciller. Il croyait avoir conclu l'affaire d'avance. Il ne voyait pas qu'en m'écartant, il ouvrait une porte qu'il ne refermerait jamais. Je suis parti sans fracas, sans claquer de porte, sans discours enflammé. Ce n'était pas mon style. J'avais été publiquement rabaissé, mais je savais quelque chose qu'ils ignoraient. L'humiliation a une demi-vie, et dans les bonnes conditions, elle devient un carburant. Le Super Bowl était à quelques jours, la plus grande diffusion du monde, et chaque battement de ce signal passait par des systèmes que j'avais conçus, peaufinés, et que je possédais encore légalement. Ils pensaient m'avoir dépouillé de tout pouvoir, mais tout ce qu'ils avaient fait, c'était me libérer de toute obligation. Je ne suis pas revenu, j'ai pris un autre chemin. Je ne suis pas arrivé dans cette salle de conférence par hasard. Pendant plus de 30 ans, j'avais été l'épine dorsale silencieuse de leur croissance, celle qui portait les projets jusqu'à la ligne d'arrivée pendant que les dirigeants répétèrent leurs discours pour les investisseurs. Mes empreintes étaient sur les liaisons satellites qui diffusaient les matchs en direct, sur les redondances sécurisées du signal qui protégeaient les annonceurs de panne à plusieurs milliards, et sur les protocoles d'urgence qui les avaient sauvés bien plus de fois qu'ils n'oseraient l'admettre en public. Ils aimaient exhiber le produit fini, ce flux scintillant sur des millions d'écrans, mais jamais ils n'avaient accordé de crédit à la bâtisseuse qui le rendait possible. Tel avait été le rythme de ma carrière, leur nom dans la presse, mes mains sur les interrupteurs à 3 heures du matin, quand tout n'était plus qu'à un souffle de l'effondrement. Des années plus tôt, j'avais conçu un cadre appelé Aegis, un système assez résilient pour porter le chaos du sport en direct sans manquer un battement. Le CEO l'avait vanté comme le joyau de l'entreprise, mais en coulisses, il n'était qu'une case de plus dans la liste des actifs. Ils n'avaient aucune idée que chaque ligne de ce code m'avait appris à quel point leur empire était fragile. Lorsqu'ils m'ont mise de côté pour une fille pleine de mots à la mode, je n'ai pas ressenti de rage. J'ai ressenti de la clarté. La vérité était simple. J'avais trop donné à des gens qui me voyaient comme remplaçable, et la seule erreur que j'avais commise était d'être resté trop longtemps. Cette erreur était sur le point d'être corrigée. Sur mon bureau attendaient des dossiers venus d'un plus petit concurrent que le secteur prenait à peine au sérieux. Sentinel Dynamics évoluait depuis des années sur le bas du marché, respecté par les ingénieurs mais ignoré par les dirigeants, faute de réputation clinquante. Mais lorsque j'ai visité leur modeste bureau, quelque chose s'est produit, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ils m'ont écouté. Ils ne m'ont pas demandé de céder ma place à l'enfant de quelqu'un, ils n'ont pas balayé mes avertissements comme de la négativité. Ils m'ont tendu un marqueur et m'ont dit « Que construiriez-vous si vous n'étiez pas enchaîné à la politique ?» Cette question a été l'étincelle.
Tandis que mon ancienne entreprise s'obsédait de synergie de marque, Sentinel se souciait d'intégrité structurelle. Tandis que les dirigeants de mon ancien bureau se vantaient de leur mention dans Forbes, les ingénieurs de Sentinel voulaient savoir comment renforcer le flux de données sous pression. J'ai vu en eux une fin que j'avais autrefois portée moi-même, avant que des décennies d'arrogance de conseil, d'administration ne l'émoussent. Les rejoindre n'était pas une question de revanche, pas au départ. C'était une question d'alignement avec des gens qui croyaient encore que la technologie était la fondation, pas la décoration. Ils ne m'ont offert ni titre, ni projecteur, juste la liberté. La liberté de prendre tout ce que j'avais appris en sauvant un géant imprudent et de le canaliser dans la construction d'un concurrent que personne n'attendait. C'était la graine d'une guerre meilleure, une guerre qui ne se menait pas avec des insultes dans des salles de conférence, mais avec de l'architecture, de la patience et du timing. Je n'avais pas besoin de détruire mon ancienne entreprise. Il me suffisait d'aider à bâtir quelque chose de plus solide et d'attendre le jour où les deux se rencontreraient. Entrer chaque matin chez Sentinel Dynamics, c'était comme franchir le miroir inverse de celui que j'avais quitté. Il n'y avait ni salle de réunion vitrée décorée de slogans publicitaires surdimensionnés, ni cadres hurlant des anglicismes dans leurs haut-parleurs pendant que les ingénieurs chuchotaient un sur le côté. À la place, il y avait le bourdonnement discret du vrai travail, serveur en marche, revues de code projetées sur des écrans partagés et des conversations qui commençaient par « et si » plutôt que par « ça ne se vendra pas ». C'est ici, parmi des gens qui traitaient le savoir comme une monnaie plutôt que comme une nuisance, que j'ai recommencé à respirer autrement. Pour la première fois depuis des années, je n'ai plus retenu ma langue. Ils voulaient mes mises en garde, ma prévoyance. Ils me demandaient d'expliquer non seulement ce qui pouvait bien se passer, mais aussi ce qui pouvait s'effondrer de manière catastrophique si l'arrogance prenait le dessus. Cette fin m'a poussé à investir tout ce que j'avais dans les systèmes de Sentinel. Je n'ai pas simplement reproduit l'architecture que j'avais laissée derrière moi. Je l'ai reconstruite depuis la base. Couche de chiffrement renforcée capable de résister aux pics de trafic malveillants, équilibrage de charge adaptatif conçu pour prévoir les afflux avant qu'ils n'arrivent, et tableau de bord diagnostic suffisamment intuitif pour qu'un ingénieur junior repère en temps réel une défaillance naissante. Chaque faiblesse que j'avais vue les dirigeants ignorer dans mon ancienne boîte est devenue une priorité à éliminer ici. Nous ne construisions pas quelque chose de clinquant, nous bâtissions l'inébranlable. Je n'ai pas raconté au PDG de Sentinel tout ce que j'avais enduré chez Global Stream Media, mais il n'était pas nécessaire qu'il le sache. Il le lisait dans ma manière de parler de résilience, et dans les longues nuits passées à affiner des simulations jusqu'à ce que les courbes restent parfaitement plates. Il m'a fait confiance, non pas pour un CV, mais pour la conviction de quelqu'un qui avait porté un empire sur ses épaules et qui avait enfin trouvé un endroit pour poser ce fardeau et reconstruire. Ce que personne hors de ces murs ne voyait encore, c'était que Sentinel devenait lentement ce que mon ancienne entreprise craignait, un concurrent avec des dents. Pendant des années, Global Stream les avait ignorés comme des acteurs mineurs, pas dignes des grands contrats. Mais quelques mois après mon arrivée, les propositions de Sentinel commençaient à faire tourner les têtes. Les rumeurs industrielles ont commencé. Comment cette petite société obtenait-elle des tests de référence qui surpassaient les leaders? Des clients ont commencé à poser des questions. Des contrats que Global Stream croyait assurés se retrouvaient soudainement contestés. Je suis resté dans l'ombre, laissant la direction de Sentinel monter sur le devant de la scène, mais chaque ligne de code portée par Sentinel portait mon empreinte. Je connaissais trop bien l'architecture de Global Stream, je savais comment ils vendaient la stabilité tout en colmatant discrètement des failles, combien de temps leur système pouvait tenir sous tension avant que les fissures n'apparaissent. Cette connaissance est devenue l'arme de Sentinel, même si je ne l'ai jamais présentée ainsi. Pour moi, c'était simple. Construire mieux et laisser le temps faire le reste. Le jour viendrait où nous nous retrouverions face à Global Stream pour une compétition à haut enjeu, et ce jour-là, leur arrogance serait confrontée au miroir de leur négligence. D'ici là, je me concentrais sur le travail, chaque amélioration étant une brique d'une forteresse qu'ils ne savaient même pas qu'on érigeait. Chaque ingénieur négligé chez Sentinel me rappelait les visages que j'avais laissés derrière, ceux trop effacés pour parler en réunion, pendant que les cadres jouaient à la politique. Ici, ils avaient une voix. Ici, ils prospéraient. Et semaine après semaine, mon propre silence se transformait en quelque chose de plus tranchant.
La vengeance n'était pas sabotage, elle était redirection. Mon ancienne entreprise m'avait donné la seule chose qu'elle n'avait pas voulu offrir, la liberté. Et avec cette liberté, je construisais discrètement l'avenir qu'il finirait par craindre. L'appel d'offres a éclaté avec le genre de fanfare qui secoue tout un secteur. Un contrat fédéral visant à sécuriser l'infrastructure nationale des événements en direct, du Super Bowl au système de réponse d'urgence, venait d'être mis sur la table, évalué à près d'1 milliard de dollars. C'était le type de marché qui ne se contentait pas d'ajouter du chiffre d'affaires, il définissait qui allait régner au sommet de la chaîne alimentaire pour la décennie à venir. Global Stream, l'entreprise qui m'avait écarté, s'est aussitôt présentée comme la grande favorite. Ils avaient le nom, l'histoire, l'arrogance. Pour eux, Sentinel Dynamics n'était qu'un outsider enthousiaste, le genre de concurrent dont on rit entre deux cocktails. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur fantôme avait grandi à l'intérieur des murs de Sentinel depuis tout ce temps. Quand notre équipe a commencé à préparer notre offre, je savais que la bataille ne se jouerait pas sur les apparences, mais sur l'architecture. J'avais assisté à assez de présentations de Global Stream pour connaître leur formule. S'appuyer sur la réputation, noyer les décideurs sous des graphiques tape à l'œil, promettre l'innovation en recyclant les mêmes systèmes fragiles. Je connaissais leurs angles morts et je savais exactement comment les exposer sans jamais prononcer leur nom. Chaque exigence technique du contrat fédéral ressemblait à une checklist que j'écrivais mentalement depuis des années. Là où Global Stream bourrerait ses réponses de jargon, nous répondions par des simulations. Là où il s'appuierait sur des témoignages, nous apportions des données prouvant zéro perte de signal sous des charges 2 fois supérieures aux projections. J'ai construit la proposition de Sentinel comme un miroir inversé, anticipant chaque excuse de Global Stream et la coupant net par des preuves avant même qu'ils ouvrent la bouche. Les semaines précédant la présentation ressemblaient à la préparation d'une guerre. La direction de Sentinel connaissait les enjeux, mais j'étais la seule à comprendre la psychologie de notre adversaire. J'ai entraîné nos ingénieurs non seulement sur la performance, mais aussi sur la présentation, leur rappelant que l'arrogance s'effondre souvent face à une compétence calme et inébranlable. Le jour du pitch en direct, la salle de bal bourdonnait de journalistes, d'analystes et de responsables gouvernementaux. Les dirigeants de Global Stream sont entrés en premier, tout sourire et costume hors de prix, avec la fille du CTO au centre, avançant comme si la lumière des projecteurs lui appartenait. J'ai observé, de loin, mon badge discrètement rangé dans ma veste, sans entrée théâtrale, sans nom annoncé. Sentinel n'était pas là pour faire le show, nous étions là pour réécrire la hiérarchie. Global Stream a présenté en premier. Leurs diaporamas brillaient d'un design impeccable, leurs arguments dégoulinaient de confiance. Ils parlaient de synergie de marque, de leur héritage comme gardiens de confiance des signaux de l'Amérique. Le jury hochait poliment la tête, prenait des notes. J'avais déjà vu ce spectacle. Fluide, rodé, mais creux. Puis, ce fut le tour de Sentinel. Nous n'avons pas ouvert avec des logos ou des slogans. Nous avons commencé par un test de résistance en direct, diffusant 3 flux simultanés à travers un prototype de notre nouveau système. Les membres du jury ont vu nos serveurs encaisser une surcharge simulée sans perdre un seul paquet. Les chiffres ont remplacé les mots creux, la précision a remplacé la posture. À mesure que les données défilaient sur les écrans, l'air de la salle a changé. Même les visages les plus sceptiques se sont penchés en avant, intrigués. Mais le coup fatal est arrivé dans les dernières minutes. Notre démonstration finale a reproduit exactement le type de défaillance qui hantait Global Stream depuis des années. Celle que j'avais colmatée dans l'ombre tandis que leurs dirigeants s'auto-félicitaient. Nous avons montré comment le système de Sentinel anticipait la panne et redirigeait le flux de manière transparente, avant même que le spectateur ne s'en aperçoive. Le silence dans la salle était assourdissant. Tout le monde savait que ce que nous venions de montrer n'était pas une théorie. C'était un miroir tendu face aux faiblesses de Global Stream. Quand le CEO de Sentinel a conclu, je suis resté dans l'ombre, laissant les applaudissements déferler sur la scène sans jamais me mettre en avant. Mais de ma place, j'ai vu leur visage. Le sourire de la fille du CTO avait disparu, remplacé par la pâleur de quelqu'un qui comprend qu'elle est dépassée. Son père s'agitait, la mâchoire crispée, son assurance s'évaporant alors qu'il réalisait la vérité. La personne qui avait construit leur passé venait d'architecturer leur avenir. Et il ne les incluait pas.
Quelques heures plus tard, quand l'annonce est tombée confirmant que Sentinel avait remporté le contrat, je n'ai pas crié victoire. Je me suis simplement assise dans ma chambre d'hôtel, regardant défiler la nouvelle en bas de l'écran. Global Stream stupéfait. L'outsider Sentinel décroche le contrat à 1 milliard. Mon téléphone s'est illuminé de messages, certains venant d'anciens collègues, encore prisonniers de l'ombre de cette entreprise. La plupart ne disaient qu'un seul mot, félicitations. Je n'avais pas besoin de répondre. La victoire n'était pas dans les gros titres, elle résidait dans l'effondrement silencieux d'un empire qui m'avait jadis jugé jetable. Dans cette salle, sans hausser la voix, je les avais mis à genoux. Le matin qui suivit l'annonce, mon téléphone ne cessait de vibrer. Les emails s'empilaient dans ma boîte de réception, les messageries vocales se remplissaient de voix crispées et des textos arrivaient de numéros que je n'avais pas vus depuis des années. Le CTO lui-même avait laissé un message, la voix soudain adoucie, me qualifiant d'indispensable et réclamant une rencontre pour apaiser les choses. L'assistante de sa fille m'envoya un email paniqué, proposant de doubler mon ancien salaire et d'y ajouter un nouveau titre, avec toute l'autorité que je voulais. Puis vinrent les lettres d'excuses, soigneusement rédigées par des mains expertes en communication, dégoulinantes de regrets mais creuses jusqu'à l'os. Ils croyaient qu'en agitant de l'argent, des titres et des excuses, ils effaceraient la façon dont ils avaient applaudi ma rétrogradation, la façon dont ils avaient ri en confiant mes brevets aux services juridiques comme de vulgaires souvenirs. J'ai laissé chaque appel sonner, je n'ai supprimé aucun message. J'ai simplement regardé les notifications s'empiler comme des dominos renversés. La vengeance ne nécessitait pas de crier dans un combiné, c'était dans le silence qu'ils se découvraient impuissants. Ils n'appelaient pas seulement moi, ils appelaient la version d'eux-mêmes qu'ils avaient enterrée lorsqu'ils avaient choisi l'arrogance plutôt que la compétence. Tard dans la nuit, j'ai ouvert LinkedIn. Pendant des années, mon profil avait été leur trophée silencieux, une preuve de stabilité pour des investisseurs qui survolaient les CV à la recherche de crédibilité. Cette fois, au lieu d'annoncer mon nouveau poste chez Sentinel ou de me laisser bercer par le flot de messages de recruteurs, j'ai activé un simple interrupteur. Privé. Pas de mise à jour. Pas d'explication. Juste disparu. Les appels ont continué quelques jours encore, chacun plus désespéré que le précédent, puis ils se sont tus. C'est à ce moment-là que j'ai su que la vengeance était complète. Non pas parce que je les avais écrasés, mais parce que je n'avais plus besoin de leur reconnaissance. Ils m'avaient coupé, et moi, j'avais tranché les liens. Chaque fois que les gens entendent cette histoire, les mêmes questions reviennent dans les commentaires. Pourquoi ne les ai-je pas poursuivis en justice pour ce qu'ils m'ont fait? Pourquoi n'ai-je pas tiré la sonnette d'alarme plus tôt, exposé leur négligence et attiré les gros titres à mon nom? Pourquoi n'ai-je pas saboté leur système alors que j'en avais toutes les occasions? La vérité, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Les procès s'éternisent pendant des années et nourrissent davantage les avocats que la justice. L'exposition publique ne fonctionne que lorsque les gens sont prêts à écouter. Et à l'époque, ils étaient trop aveuglés par l'éclat des titres et des noms de famille pour se soucier du reste. Quant au sabotage, ce n'était jamais une option. Je n'avais pas besoin de casser quoi que ce soit. Leur arrogance détruisait déjà le système de l'intérieur et tout ce que j'avais à faire, c'était de me mettre de côté et de laisser les fissures apparaître. Certains demandent aussi si je regrette de ne pas avoir sauvé les ingénieurs restés derrière. J'y pense souvent, mais voici la vérité difficile. Sauver une entreprise qui prospère en méprisant ses bâtisseurs ne fait que retarder son effondrement. La meilleure chose que je pouvais faire, c'était prouver qu'il existait un autre chemin, une autre culture où le travail parlait plus fort que la politique. Et c'est ce que Sentinel est devenu. Alors non, je ne regrette pas d'avoir refusé leurs appels. Je ne regrette pas le silence. La vengeance ne consistait pas à incendier les vieux murs. Elle consistait à bâtir quelque chose de meilleur et à regarder le monde remarquer la différence. Quand la poussière est retombée, les gens n'ont cessé de me demander ce que ça faisait de faire tomber l'entreprise, même que j'avais contribué à bâtir. Je secouais toujours la tête, car ce n'était jamais l'objectif. Je ne les ai pas détruits. Ils se sont détruits eux-mêmes le jour où ils ont choisi l'arrogance plutôt que l'expérience, le jour où ils ont laissé le népotisme l'emporter sur la compétence. Tout ce que j'ai fait, c'est me retirer et investir mon énergie là où elle était valorisée. Leur effondrement n'était qu'un miroir reflétant leurs propres décisions. Pendant ce temps, Sentinel grandissait, non pas parce que je nourrissais une rancune, mais parce que je portais un savoir.
À chaque contrat remporté, à chaque test réussi, il devenait clair que la survie n'appartient pas aux plus bruyants. Elle appartient aux plus préparés. L'ironie était impossible à ignorer. Chez Global Stream, on m'avait traité de dépassé, de relique. Chez Sentinel, cette même expérience est devenue le plan directeur de la résilience. Ce n'était pas une vengeance par destruction, c'était une vengeance par redirection, un simple acte consistant à placer mes compétences là où elles pouvaient s'épanouir. Lire les gros titres sur leur chute financière ne m'a pas rempli de joie malsaine. Cela m'a apporté une confirmation. La confirmation que la compétence, lorsqu'elle est méprisée, ne disparaît pas. Elle trouve simplement une nouvelle scène. Et depuis cette scène, les échos portent plus loin que n'importe quelle insulte. Voilà quelle fut ma clôture. Je n'avais pas besoin de me tenir sur des ruines pour me sentir victorieuse. Il me suffisait de regarder autour de moi une équipe qui écoutait, une entreprise qui grandissait et un avenir redevenu mien. Ils ont perdu ce qu'ils pensaient posséder. J'ai retrouvé ce que j'avais failli oublier, la liberté de les dépasser. En y repensant, la leçon n'a jamais été d'apprendre à humilier quelqu'un publiquement, ni de courir après la revanche jusqu'à ce que l'autre s'effondre. La leçon portait sur la valeur silencieuse, tenace, qui ne disparaît pas quand une salle de conseil vous rejette. J'ai compris que la loyauté doit toujours aller dans les deux sens. J'avais offert à mon ancienne entreprise des décennies de nuits, de week-ends et de sacrifices. Et ils ont tout échangé contre des mots creux et la facilité. Ce jour-là, j'ai réalisé que la compétence ne s'éteint pas simplement parce que quelqu'un refuse de la reconnaître. Elle attend simplement une scène où elle peut être entendue. À ceux qui écoutent mon histoire, je dirais ceci. Documentez votre travail, connaissez les clauses qui vous protègent, et souvenez-vous que partir est parfois l'arme la plus tranchante que vous possédez. Si l'on vous rejette, ne perdez pas votre énergie à vouloir convaincre ceux qui n'ont jamais eu l'intention de vous voir. Redirigez plutôt cette énergie vers des lieux où elle se multiplie. La vengeance n'a pas toujours besoin d'être bruyante ou destructrice. Parfois, la vengeance la plus intelligente, c'est le silence, la croissance et le fait de prospérer au grand jour pendant que ceux qui vous ont sous-estimé s'écroulent sous le poids de leurs propres erreurs. C'est ainsi que l'amertume devient un élan, et c'est ainsi que vous construisez quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever. J'ai appris quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Être écarté n'efface pas votre valeur. Cela expose seulement l'aveuglement de ceux qui vous rejettent. Quand la fille du CTO m'a appelée « fille », ce n'était pas seulement une insulte. C'était l'annonce bruyante que l'entreprise ne valorisait plus l'épine dorsale même de son succès. Mon erreur, pendant des années, avait été de croire que loyauté signifiait rester, réparer et porter des gens qui, jamais, ne m'avaient porté en retour. Ce qui a changé, c'est la prise de conscience que la revanche ne vient pas toujours en détruisant ce qui vous a blessé. Elle peut venir en redirigeant votre force vers un lieu qui la mérite. En aidant un concurrent à grandir, je n'ai pas saboté mon ancienne entreprise. Je l'ai simplement laissé ressentir le poids de sa propre arrogance. Et quand le moment était venu, leur chute n'a pas été mon attaque, ce fut leur reflet. Dans la vie, cette leçon dépasse largement les murs de l'entreprise. Nous avons tous connu des situations où nous étions sous-estimés, mis à l'écart, traités comme remplaçables, peut-être au travail, dans une relation ou même dans un cercle d'amis. La tentation est grande de riposter, de prouver sa valeur en exigeant la reconnaissance. Mais parfois, la revanche la plus tranchante n'est pas le bruit, c'est le silence, allié au progrès. Quand vous partez et que vous investissez en vous-même ou dans une communauté qui vous valorise, le contraste parle plus fort que n'importe quel argument. Parfois, le pardon est une libération, mais parfois, le silence est le couteau le plus aiguisé. Comment commencer dès aujourd'hui 1. Notez 3 lieux où votre temps et vos talents sont vraiment valorisés. 2. Tenez un simple registre de vos contributions, email, notes, résultats, pour ne jamais douter de votre impact. 3. Cessez de courir après la reconnaissance de ceux qui ont déjà montré qu'ils ne vous l'accorderont pas. 4. Redirigez cette énergie vers quelque chose ou quelqu'un qui écoute. Si vous avez déjà été écarté, sous-estimé, ou si l'on vous a dit que votre travail ne comptait pas, racontez votre histoire ci-dessous. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel et abonnez-vous pour d'autres récits où la force silencieuse devient une puissance indéniable.